Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous fasse un peu la partie 2 de la précédente vidéo d'il y a quelques mois maintenant. Il me semble que ça fait 3 mois que la vidéo elle est sortie. Au moins 3 mois. En fait, c'était donc la vidéo sur... C'est quoi ce bouquin? Ah oui, d'encre de verre et d'acier. Excusez-moi, il y a trop de mots, j'y mélange les titres des deux bouquins. Donc d'encre de verre et d'acier. Et après écoutez moult péripéties, je vais vous parler donc de la suite d'encre de verre et d'acier qui s'intitule De brume, de métal et de cendre. Vraiment les titres, je les trouve compliqués à retenir. Moi j'ai beaucoup de mal à retenir les titres personnellement parce que je mélange les deux. Brume de métal et de cendre. Il a été écrit par Gwendoline Claire. Il est édité aux éditions Lumen, comme pour le premier tome. Il est sorti le 17 janvier 2019, il compte 459 pages. Ça fait une page de plus seulement que le premier tome, donc honnêtement, on est dans la même tranche de pages. Franchement, ça va, hein. C'est pas comme si on nous avait rajouté 500 pages, j'en ai vu. C'est traduit par Mathilde Montier, qui est la personne qui a traduit le premier tome. Donc moi personnellement je trouve ça très bien quand c'est la même personne qui se charge de la traduction. Je trouve ça génial. Je veux dire, le traducteur, il connaît l'univers, il connaît les personnages, il connaît son taf, il connaît tout le truc. C'est formidable. Il n'y a pas de couilles qui se passent dans le pâté, c'est vraiment génial. J'adore. La couverture, je ne l'ai pas dit pour la première vidéo, mais je vais le dire maintenant parce que les graphistes quand même, ils méritent un peu de reconnaissance, c'est comme les traducteurs, et ils méritent de la reconnaissance ces gens-là. Donc le design de la couverture, il a été réalisé par Mike Hess, qui travaille dans la boîte Magnus Creative, qui en fait c'est une boîte américaine en fait, tout simplement de design et de couverture de bouquins. En fait c'est la couverture originale, je vous mettrai une incrustation de la couverture de base, mais c'est exactement la même, hein. C'est juste le titre qui a été mis en français, Lumen, enfin il y a des trucs forcément qui ont été modifiés par rapport à la version originale, mais le dessin de fond de la couverture n'a pas changé. D'ailleurs, j'aime toujours autant le design de la couverture, le design du bouquin. Je veux dire, ce côté brumeux qui rappelle directement le premier mot sur la couverture de du premier tome. Ça a des coulures d'encre, donc c'est vraiment un détail mais que j'adore. Les engrenages qui sont beaucoup plus grossiers parce que ici le bâtiment est beaucoup plus grossier, franchement j'adore. Il y en a toujours les petites porte-plumes ou stylo-plumes qui représentent la scriptologie. Franchement, le tout, j'adore. Donc voilà, le prix il coûte 15 €, c'est le même prix que pour le tome 1 et le même prix qu'à sa sortie, il n'a pas changé. C'est important de le souligner parce qu'avec l'inflation, les livres ont un petit peu augmenté. Après, j'ai pas l'impression que Lumen, ils aient augmenté drastiquement ses bouquins. Honnêtement, je regarde un peu les sorties par moment et même les sorties d'un peu toutes les maisons, y compris Lumen. J'ai pas l'impression qu'ils ont augmenté de manière exponentielle. Parce qu'il y a quand même des maisons d'édition qui vendaient leurs bouquins avant leurs 15 € et qui maintenant les vendent quasiment 20. Je comprends qu'ils aient des coûts, mais il y en a, je pense qu'ils se régalent un petit peu. Mais bon, après, c'est une ligne de conduite éditoriale, hein, d'augmenter ses prix ou de ne pas les augmenter. Ça, c'est au bon vouloir de la maison et au bon vouloir de chacun. Donc après, on peut pas critiquer ça non plus. Pour le e-book, parce que 15 € c'est pour le prix en brochet, il n'existe pas en poche. Après, sait-on jamais, parce que je sais que les Je te hais, la trilogie Je te hais que moi j'ai ici en version brochet, elle sort en version poche. C'est PKJ qui sort les brochets et les poches. J'étais très surprise de les voir en poche quand je suis allée me balader à la FNAC la dernière fois. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Le format e-book il coûte 9,99 €. C'est pas un prix qui moi me semble déconnant. Parce que je regarde un peu les prix e-book de loin et ça m'a l'air d'être plutôt dans la norme au niveau des e-books. Donc dites-moi si vous le trouvez cher pour à peu près 500 pages, enfin 459 pages, mais il y a toujours des pages blanches, etc. qui se baladent, donc on va dire 500 pages en arrondissant bien. Dites-moi si c'est un peu cher, enfin si vous trouvez ça cher ce qu'ils disent en e-book. Moi personnellement je trouve ça plutôt raisonnable dans la moyenne. Et pour les prix d'occasion, et bien alors tout seul je trouve un petit peu cher personnellement. Le prix neuf il est de 15 €.
Et pour l'occasion pardon, tout seul, vous l'avez entre 10 et 12 euros sur Vinted. Alors c'est intéressant pour moi, enfin je trouve, parce que c'est entre 15 et 20 euros les 2 livres. Pour le genre littéraire, alors je suis pas d'accord avec Booknode parce qu'ils ont mis trois genres littéraires. Ils ont mis science-fiction, fantasy littéraire et uchronie. Je suis pas d'accord pour le science-fiction, pour les deux je suis d'accord. L'uchronie je suis d'accord parce que l'uchronie c'est un genre littéraire où l'on prend un événement qui s'est réellement passé et l'on développe une histoire fictive à partir de ça. Là je suis d'accord, l'événement réel c'est la réunification italienne au cours du 19e siècle. Il me semble que c'était 1848-1870, c'est la réunification italienne. Donc c'est un événement qui s'est réellement passé dans l'histoire, donc là oui c'est de l'uchronie. Fantasy littéraire, je suis d'accord également parce que tu as la scriptologie qui est dans ce livre, et la scriptologie c'est une science inventée qui se rapporte un peu on va dire à la magie, donc je suis d'accord aussi pour fantasy littéraire. Science-fiction je suis pas d'accord, parce que pour moi la science-fiction ne peut pas se passer dans le passé. 1848-1870 par rapport à nous c'est le passé, c'était il y a quasiment 2 siècles. Et le il y a longtemps signifie dans le passé. Donc pour moi, ça ne peut pas être de la science-fiction, ces deux genres littéraires, et du coup ce livre ne peut pas être de la science-fiction, ça se passe il y a 2 siècles. Donc là je suis pas d'accord pour la science-fiction, mais bon. Maintenant pour le résumé du livre, nous avons fait la rencontre dans le premier livre d'Elsa d'Aveldana et de sa mère Jumi. Jumi avait été enlevée, ce qui avait contraint Elsa à venir dans le monde réel, plus précisément dans un premier temps à Amsterdam, rencontrer un ami de sa mère qui s'appelle Alec de Vries, et ensuite venir en Italie avec Alec, plus précisément à Pise, pour demander de l'aide à l'ordre d'Archimède. Donc après elle avait fait la rencontre de plein de personnes, etc. Et en gros, l'histoire c'était dans le premier tome, hein, elle cherchait à tout prix à libérer sa mère, elle attendait de l'aide de l'ordre d'Archimède. Donc voilà, elle attendait et puis voilà. On était à peu de choses près ici. Dans la fin du premier livre, Elsa a découvert que sa maman a mis au point un livre capable de modifier le monde réel. Bravo Jumi, les conneries commencent. Parce que à partir de ce moment-là, rien ne va plus, en fait. À partir du moment où on découvre ça, c'est le bordel un petit peu. Du coup, Elsa, elle va à tout prix récupérer le livre, parce qu'au moins dans sa connerie, Jumi aura fait le micro-effort d'avoir fait en sorte que son livre ne puisse être lu et déchiffré que par sa propre fille, parce que Elsa est une aliénée. Les aliénés, en fait, c'est lorsque l'on maîtrise les 3 disciplines, qui sont la scriptologie, l'alchimie et la mécanique. Ça, c'est un aliéné. Il maîtrise les 3. Alors que normalement, t'es censé en maîtriser un, grand max 2, pas les 3. Et Elsa les maîtrise les 3 à un point assez avancé. Donc c'est une aliénée de classe internationale. Et donc du coup, le truc, c'est que lorsqu'elle s'est rendue compte que sa maman avait fait ça, le bouquin avait été dérobé par Léo. Léo qui était l'ami et un petit peu le coup de cœur d'Elsa, hein, clairement. Léo, il a volé ce bouquin pour le donner à son papa, qui est le grand méchant de l'histoire, aka Garibaldi. Vraiment Garibaldi, ce monsieur que personne n'aime. Garibaldi, lui, il veut juste unifier l'Italie. C'est son unique but afin de la contrôler et d'anéantir le monde. Et du coup, bien écoutez, je vais m'arrêter là pour... Ouais, je vais m'arrêter là pour le résumer parce que j'ai pas grand chose à vous dire de plus et qu'après ça vous spoil. Donc là, en fait, je reprends toujours l'arrière du bouquin quand il est assez fourni comme ça pour pas raconter de la merde. Et là, c'est l'arrière du bouquin que je vous ai raconté. Donc je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais vous spoiler le livre. Là, je vous ai spoilé uniquement le tome 1. Normalement, vous inquiétez pas, je vais vous mettre un petit warning spoiler. Mais voilà, c'est tout. Maintenant, mon ressenti sur ma lecture. C'est un livre en fait que j'aime bien parce qu'on n'est pas à notre époque. Moi, j'aime bien les livres qui me font voyager, qui me font vivre à travers une autre époque, qui font ça. Par exemple, là, je suis en train de lire la trilogie Vampiria. J'en suis au tome 3. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu le merdier ici, mais
vous n'avez rien vu. Mais en fait, c'est un livre que j'aime bien parce que c'est notre époque, entre gros guillemets, parce que c'est 300 ans après la mort de Louis XIV, et que 300 ans après la mort de Louis XIV, ça fait à peu de choses près notre époque à nous. Donc en fait, on est à peu près notre époque à nous, mais c'est dans notre point de vue. C'est-à-dire qu'on n'a pas Internet, on n'a pas la technologie, on vit encore au temps de Louis XIV, 300 ans après sa mort, enfin après sa transmutation. Et ça, moi, j'aime bien, parce que c'est notre époque, mais d'un autre point de vue, enfin voilà, j'aime bien ce genre de truc. Là, généralement, j'aime bien. Ce livre-là, j'aime bien parce qu'on n'est pas à notre époque, et même pas dans notre pays, on n'est même pas en France, on est en Italie. Enfin, j'aime beaucoup l'ambiance. Maintenant, ça suffit pas pour que ce livre, c'est un livre que j'aime profondément, hein. J'aime beaucoup le tome 1, mais j'aime moins le tome 2, parce que le tome 2, c'est un giga brouillon. Je sens qu'Araxi, dans les commentaires de la première vidéo, elle dit « Ouais, c'est brouillon ». C'est exactement ça, mais le tome 2, c'est pire encore. Le tome 2, il est beaucoup plus brouillon. J'ai l'impression que à partir du moment où l'action finale, elle se dessine, c'est le bordel, en fait. Il n'y a rien qui va. Les personnages ne sont pas en accord avec eux-mêmes, avec leurs principes, avec ce qu'ils nous font ressentir dès le démarrage. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui, ok, ont des valeurs, des principes, etc. Par exemple, dans Vampiria, jamais Jeanne n'épousera un vampire parce qu'elle les déteste. Jamais de la vie. Ça serait illogique que Jeanne dans Vampiria épouse un vampire parce qu'elle a envie de l'épouser. Ça n'aurait aucun sens et elle irait contre ses principes et ses propres valeurs. Là, c'est pareil. Les personnages, ils vont contre leurs principes et leurs propres valeurs. Il n'y a rien qui va. Il y a juste Léo qui reste fidèle à lui-même, qui lui a une ligne de conduite plutôt clean. Il a dit « Ok, je t'ai trahi, mais je t'ai trahi pour ça. J'ai fait ça pour ça. » Enfin, en fait, il reste ultra logique avec lui-même. Alors que les autres, ils ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Il n'y a rien qui va. Et c'est un petit peu le bazar. Et je pense franchement que la dernière décision qui a été prise par Elsa, on va clairement balancer, hein, Elsa, elle a pris la décision finale, elle a fait un choix que je trouve très égoïste de sa part, parce que y a quand même Léo dans le truc, et non, elle n'a rien à faire, elle fait ce qu'elle veut. Là, au moins, pour le coup, ça lui ressemble bien, mais c'est le seul point qui lui ressemble bien dans ce livre-là. Et franchement, enfin, ça s'est passé super vite, l'action finale. Le choix décisif, elle l'a pris en 2 secondes sans consulter personne. Tout va bien, vraiment. Elle fait absolument ce qu'elle veut quand elle veut. Tout va bien. Et moi, j'ai pas apprécié parce que elle avait l'air quand même d'être amie avec Portia, Faraz, Léo. Elle avait l'air d'être en connexion avec eux. Sauf qu'elle était pas du tout en connexion avec eux. Et j'ai pas kiffé. Elle leur a fait comme dans le loup. C'était fantastique. Et en fait, eh bien, j'ai pas du tout aimé. Et je pense qu'il faudrait que l'épilogue soit un chapitre et d'avoir un épilogue où, je sais pas, on a une scène entre Léo et elle, où ils s'expliquent, où toute la bande et elle, où tout le monde s'explique, tout le monde met les choses à plat et le livre s'arrête là. Et du coup, le dernier chapitre, enfin l'épilogue serait un chapitre et rajouter un épilogue avec une rencontre comme ça. Ou alors c'est peut-être juste moi qui n'ai pas compris du tout, et c'est peut-être ça aussi, mais du coup si j'ai pas compris, je pense que je vais les relire. Alors, pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de livres à lire, c'est pas prévu au programme à l'heure actuelle que je le relise, mais un jour je le relirai, parce qu'aussi la dernière fois que je les ai lus, c'était il y a 2 ans. Entre 2 ans et maintenant, j'ai grandi, j'ai évolué, et peut-être que maintenant je comprendrai plus pourquoi elle a fait ça, et pourquoi ça s'est fini comme ça. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne comprends absolument pas le pourquoi du comment. Et peut-être, ouais, il faudrait peut-être juste que je les relise afin de me faire un tout nouvel avis dessus et que je comprenne tout simplement ce qui s'est passé. Parfois, c'est peut-être juste une erreur de compréhension et j'ai pas envie, moi, de rester sur un échec. Après, si je comprends pas la deuxième fois, bah je comprends pas, tu vois, c'est pas grave. Mais j'ai envie de savoir j'ai envie de comprendre pour ce livre-là le pourquoi du comment. Je veux en fait savoir, donc je vais les relire et je verrai bien ce qu'il se passera après. En attendant, moi je vous laisse les réseaux sociaux de l'auteur ainsi que de la maison d'édition, mes réseaux à moi également, et si j'arrive à les trouver, ceux de Mathilde Montier et de Mike Herz ou de la boîte Mabel Scratcher, si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils font. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine
Et en attendant, eh bien, lisez bien.